Et bonjour tout le monde, est-ce que vous nous entendez bien? Petit check habituel du son. Du coup, je laisse la main à Rudy pour vous accompagner ce soir sur cette conférence Kubernetes, le futur de la sécurité. Bonjour tout le monde, pareil, est-ce qu'on m'entend bien? Enfin, c'est surtout Loïc en fait à qui je vais laisser la main qui va nous accompagner ce soir. On m'entend? Je vois pas le chat, donc Johan Ouais, dit. le son est ok de ce qu'on me dit, donc c'est bon, tu peux y aller. Et là, non, attends, on va faire un petit test avec Loïc quand même. Loïc, tu peux parler pour voir si on t'entend bien? Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Sobre, Je prends ma grosse efficace. voix, non c'est pas vrai. J'arrête. J'ai l'impression que c'est tout bon pour tout le monde. Donc impeccable. Ok. Parfait. Bon, moi je vous embête pas longtemps, hein. Moi, c'est les traditionnels slides de présentation. Donc ce soir, avec ce magnifique titre Kubernetes, le futur de la sécurité. Juste pour rappel, comme d'habitude, Codeur en scène, la communauté Codeur en scène, on est sur plein de supports, plein de canaux. On est sur Twitter, YouTube, Twitch en ce moment même, GitHub, Facebook, LinkedIn, Slack, Flux RSS, même sur Spotify. Généralement, on retranscrit, enfin, on transforme les vidéos en audio qu'on pose sur Spotify. Et Google, c'est pas le nom des podcasts de Google, je crois que c'est Google Play. C'est Google Podcast, je Google crois. Podcast, Ouais, tout ouais. bêtement. Le Slack et le mail si vous avez besoin de quelque chose. Comme d'habitude, merci à nos sponsors. C'est grâce à eux si on peut alors organiser les événements en physique et même en virtuel, parce que mine de rien, on a quand même besoin d'un petit peu de matos. Donc merci à Shift Infrastructure, à Tineos, Bear Studio, Digit, Imagil, Invoke, NWX, Agi et WixiWeb. Moi, dans ma partie, j'ai juste une petite annonce à faire. Le CFP pour Codeur en scène 2021 est ouvert. Alors, rappel, l'édition de 2021 sera encore en ligne. Normalement, en 2022, on reprendra la conférence annuelle en physique. Le CFP est ouvert, le lien est sur le site. Pour l'instant, on a une URL un peu dégueu, mais il y a Ouais, cfp.codeuranscène.com. les DNS sont up, je suis en train de le balancer dans le chat, voilà. Ok. Donc, mais de toute façon, vous allez sur le site et le call for paper est là. N'hésitez pas à poster des sujets. Donc, ça sera une journée de conf. Il n'y a qu'une track, Johan, c'est ça? Ou Ouais, c'est d'autres. ça. Alors, ce sera une journée de conf, il n'y a qu'une track, on ne sait pas encore le nombre de conférences qu'il y aura, ça dépendra des propositions qu'on a et du planning qu'on arrive à faire. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour ma partie codeur, enfin, par rapport à la grosse conférence. Donc, après, là, je vais laisser la main à Loïc qui va nous présenter Kubernetes, le futur de la sécurité. Donc, j'arrête mon partage d'écran et Loïc, tu peux y aller. Tac. Et, oui, j'ai oublié de dire, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Moi, je vais m'occuper d'interrompre Loïc. Il est OK avec ça. On va essayer de faire un truc un peu dynamique. Donc, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et même, vous allez voir, Loïc est assez bavard et assez a du répondant. Donc, on va pouvoir avoir une discussion assez intéressante, je pense. Je te laisse la parole, Loïc. Joue ton jeu, comme on dit. Eh ben, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation, Rudy, c'était cool. Voilà. Donc, ce soir, le sujet, ça va être Kubernetes. Alors, Kubernetes. Qu'est-ce qu'on va dire? On va parler ce soir de Kubernetes et de sécurité. Alors, on va commencer par moi-même parce que voilà, c'est quand même, voilà. Donc, je m'appelle Loïc Tesser, je suis le CTO et co-founder de Calvad. Calvad, c'est une agence tech basée à Dubaï. Donc, on n'est pas du tout en France. Et c'est la première conf tech que je donne depuis un bout de temps. Modulo, le message à caractère informatique, très bon podcast dans lequel j'avais participé il y a quelques mois. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, WoWi42, à peu près partout. Je ne suis pas encore sur Libera parce que mon WeChat a craché, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Et en fait, le vrai moi, je suis comme ça. En fait, parce que je suis un troll, en fait, globalement. Bon, alors, on va commencer à aller dans le... Du coup, tu vas pouvoir illustrer une première question qui est, alors c'est pareil, c'est notre troll local qui pose la question de c'est quoi Kubernetes? Je pense que on attaque, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Kubernetes? Kubernetes, c'est un truc qui à la base avait été designé par Google. En fait, c'est basé sur Borg, qui est en gros le Kubernetes interne de Google, plus ou moins. Et en fait, pourquoi Google s'est décidé à le mettre en open source, enfin, à faire une version open source de Borg?
C'est parce qu'en fait, ils voulaient tuer Docker. Docker, la compagnie, pas la techno, attention, il y a une grosse différence. En gros, ils ont été très vexés que Docker n'ait pas voulu se faire racheter. Alors, ils ont pleuré et puis ils ont dit, c'est pas gentil. Et ils ont dit, bon, on va les niquer, quoi. Globalement, c'était ça. Donc voilà. Alors, en fait, la base avant de Kubernetes qu'il y avait, c'était les containers. Il faut qu'on revienne même jusqu'au container, c'est important pour le reste de la conférence. Qu'est-ce que c'est qu'un container, en fait? En gros, un container, contrairement à tous les cons qui balancent que c'est de la micro-VM, c'est complètement faux. En fait, c'est un programme qui est isolé au niveau du kernel avec des namespaces et des cgroups. Un namespace, c'est ce qui permet le rebinding, et les cgroups, c'est ce qui permet les limites, de mettre des limites sur les performances en particulier. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Donc à la base, des containers, c'est ça. Sachant que les containers existaient déjà à l'époque sur FreeBSD et sur Solaris. Donc sur FreeBSD, c'était les Jails, et sur Solaris, c'était les zones. Donc c'est une technologie qui n'est pas du tout nouvelle, en fait, dans le tas. Mais ces groupes, c'était vachement bien, en fait, tellement bien qu'ils ont sorti une V2 en 2016. Et Docker, il commence... Alors, la conférence date un peu maintenant, ça fait 4 à 5 mois que je ne l'ai pas donné. Mais en gros, Docker est toujours pas fully compatible ces groupes V2. Donc c'est cool, je veux dire, on est en 2021 et bah... C'est cutting edge, c'est cool, quoi. Je veux dire, c'est le futur, quoi, directement. Quoi. Ah, j'ai un écho là, par contre. Ouais, t'as de l'écho, Rudy. Ah, c'est bon. Parfait. Ben voilà, donc généralement, c'est ce truc-là qu'on vous balance, en fait, sur qu'est-ce que c'est qu'un container. Alors, il y a la virtual machine dessus. Oh, il y a plus de couches, c'est pas bien, hein, c'est lourd. Puis... c'est lent, et puis voilà. Hein. Puis après, à côté, il y a les containers. Ah, c'est mieux parce que, vous voyez, il y a plus de trucs en commun. Il y a moins de niveaux. Oh, génial, non? Non? Bon, peut-être. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le schéma précédent, quand vous faites des virtual machines, en fait, vous faites de l'isolation quasiment au niveau du hardware. C'est-à-dire que c'est une série d'instructions dans le CPU, une série d'instructions sur tous les périphériques, en fait, qui sont là. Quand vous faites des containers, en fait, vous partagez le kernel. Donc, en fait, c'est-à-dire que si c'est de la virtualisation, en gros, vous partagez juste le hardware, plus ou moins. Et si c'est des containers, vous partagez le hardware et le kernel. Et ce qui fait qu'après, libc et software sont dans les containers. Alors, globalement, la libc, ça sert à quoi? Alors, je sais, on ne parle toujours pas de Kubernetes, mais la libc, c'est important quand même. C'est la base de notre informatique moderne, hein, globalement. La libc, c'est ce qui permet de faire, en gros, communiquer vos softwares avec le kernel et donc le hardware. Donc, autant vous dire que la communication entre la libc et le kernel, c'est un truc qui est un chouïa sensible, quoi. Je veux dire, si vous n'avez pas des bonnes versions, si vous avez des problèmes d'incompatibilité, ça peut poser quelques menus problèmes. Bah ouais, mais alors, le problème de la libc, c'est vrai, c'est que c'est lourd, en fait. C'est vrai, hein, il faut être clair, c'est lourd. Enfin, surtout packagé dans Debian, c'est lourd. Bon, on en reviendra après. Et les développeurs, ils étaient tristes, hein, parce que faire un Docker pool de 100 MB quand tu as de la gigabit à la maison, c'est trop quand même. Ah non, nous, on veut du 5 MB max, hein, faut pas déconner. Bon, donc ils se sont dit, oula, attends, il y a un truc marrant là. Ça s'appelle Alpine. Qu'est-ce que c'est, Alpine? En gros, à la base, Alpine, ça a été développé pour tourner sur des routeurs et vraiment des petits devices, très petits, en particulier au niveau de la RAM. Et le mec s'était dit, la glibc passe pas sur vraiment des petites RAM, donc je vais recoder la glibc, et puis on va l'appeler Muscle libc. Donc Muscle, c'est une moule en anglais, donc c'est le logo avec une petite moule blanche, voilà. Ah, mais alors, c'est-à-dire que là, on vient de passer d'une libc à une autre libc. On vient de passer de la glibc à Muscle libc. D'accord, mais enfin, est-ce qu'on vient pas de dire que la libc, c'était un truc sensible? Ah bah si, en fait. Attends, c'est-à-dire que on va les mettre avec du Docker sur du Kubernetes, des trucs en prod, avec des libc, pas compatibles, voilà, des trucs assez marrants. Et c'est tellement compatible qu'il y a même une version de Node spéciale Muscle, et qu'il y a d'autres softwares qui se sont amusés à avoir leur version glibc d'un côté et leur version Muscle libc d'un côté. Alors, c'est quand même cool parce que
les mecs ont quand même balancé partout que Muscle était 100% compatible glibc, que c'était 10 fois plus rapide, 10 fois mieux. Enfin voilà. Et puis en fait, non. En fait, parce que tu es obligé d'avoir des trucs spécialisés pour ça. Donc, on arrive au premier problème de Kubernetes, qui est en fait un problème sous-jacent à Kubernetes, qui est ce problème-là. Alors, on va essayer de faire marcher ça. On va faire une petite démo et on va espérer que ça marche. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je vais partager cette fenêtre-là. Une seconde, je vais changer le partage de fenêtre. Tac, tac, tac. Je suis là-dessus. Est-ce que vous me voyez? Je ne sais pas si c'est très clair. Dites-le moi dans le chat. Ouais, n'hésite pas à zoomer peut-être un petit peu dans ton... Ok. Yes. Ça, Yes. ça va être un peu mieux, je pense. Voilà. Bon, alors, tout le monde connaît Helm. Alors, ceux qui ne connaissent pas Helm, en gros, c'est un outil qui sort du YAML pour envoyer du YAML à Kubernetes. En gros, c'est un générateur de YAML, générant du YAML, codé en YAML, faisant du YAML, probablement chiant du YAML aussi. Mais en gros, ça permet de faciliter l'usage de Kubernetes. Bon, donc les Helm charts. Le plus connu, ça s'appelle Ingress Nginx. Je vais zoomer encore un coup. Ingress Nginx, en gros, c'est ce que vous mettez en point d'entrée sur votre cluster Kubernetes. C'est en gros lui qui va faire le routing HTTP à peu près partout. Dans mes souvenirs, il peut même faire, je crois, du TCP. J'en suis pas sûr du tout. Là, je vais peut-être dire des conneries, mais je pense qu'on m'engueulera si jamais j'ai tort. Donc voilà. Donc, faut que je repasse dans la bonne fenêtre. Donc là, je viens de cliquer sur le lien sur Kubernetes, sur le Ingress Nginx. Parfait. Et donc, voilà. Donc là, on voit, je suis sur un GitHub. Sur le GitHub du Ingress Nginx, c'est parti en avant toutes mes yeux. Donc, je vais prendre les images. Je ne sais pas si j'ai pas trop de retard. Dites-le moi surtout. Je vais dans Nginx tranquillement, je prends mon petit rc.yaml, et puis bon, je vais récupérer l'image de Nginx, quoi. Parce que c'est marrant, globalement. Hein, voilà. Bon, je l'ai copié, alors maintenant je vais repartager mon terminal, et là on va passer dans le terme. Alors attention, effet démo, que Steve Ballmer soit avec moi, ça peut être marrant. Alors, logiquement je l'ai déjà poolé, mais on va vérifier quand même. Donc je pool l'image en question. Voilà, il est là. Je ne sais pas si on voit bien. Ah, si, ça va. Ouais, le terminal, c'est OK. Et OK. Et donc, maintenant, ce que je veux, c'est juste aller dans le chaîne, dans cette image-là, et puis regarder ce que ça donne. Bon, je suis dessus. Parfait. Et puis là, on va regarder un truc marrant. On prend le Nginx. On va regarder les flags qu'ils ont utilisés. Et qu'est-ce qu'on voit? Attends, c'est compilé avec GCC. Mais ça vient d'Alpine quand même. Attends, mais Alpine, c'est pas le truc Muscle? Mais pourquoi ils mettent un GCC alors? Ça voudrait dire que Muscle et la glibc, ils sont pas les mêmes? C'est bizarre quand même. Hein. Peut-être quelqu'un qui se fout de notre gueule. Bon, donc voilà, ça commence. C'est-à-dire que tout le monde nous dit la sécurité, c'est bien, Kubernetes, c'est cool. Ouais, bon, là, vous avez quand même peut-être des petits problèmes sur comment vous buildez vos images Docker qui vont finir dans votre cluster, quoi. Et ça, c'est un truc que je sais pas qui le build celui-là, d'ailleurs. Je me demandais si c'était pas Google. Dans le chat, dites-moi si j'ai tort. Mais globalement, là, on se rend bien compte que Muscle, libc, glibc, c'est pas tout à fait la même. Bon. En plus, la glibc n'est pas à jour, mais ça, je vais y revenir. Donc voilà, donc ça, vous vous rendez bien compte qu'on vous dit, ouais, Alpine, c'est cool, machin, on dégage la glibc. Mais pas du tout, en fait. Hein, elle est là, et puis vous en servez tous les jours. Ouais, d'accord. Ouais, d'ailleurs, pour prouver que je ne suis pas en train de troller, voilà, hein, c'est Alpine Linux 3.13.5, c'est voilà, quoi, je veux dire, je suis pas... Ah, on n'a pas le bas du chat, je vais essayer de le remonter un coup. Hop. Il me manque un peu le côté, je crois. Ouais, je m'en occupe, ça vient de chez moi. Non, mais c'est rien, mais je pense que ça va pas louper grand-chose. En gros, c'est pour bien vous prouver que j'ai pas menti, quoi, globalement. Donc voilà. Alors, attendez, là, les mecs...
Bon, alors mus ellipsé, gellipsé, c'est pas la même. C'est bizarre quand même, moi je comprends pas là. Bon, revenons à la presse. Hop. Je reviens un peu avant. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Bon, donc maintenant on se rend bien compte que en fait, muscle et gellipsé, c'est pas la même chose. Et pourquoi ils mettraient la gellipsé dans un alpine? Probablement parce que quand tu fais de l'Nginx, tu parles beaucoup au kernel, parce que tu fais beaucoup de TCP. Peut-être qu'en fait, ils nous ont menti, les mecs. Ah, bon. Alors, après, les containers versus les VM. Ah ouais, les containers, c'est des mini VM. Bah ouais. Bah ouais, mais ils partagent beaucoup de choses. Ils partagent le kernel, mais ils partagent plein d'autres trucs très, très, très marrants. Typiquement, l'acide d'entropie. Alors, l'acide d'entropie, c'est un truc assez compliqué, mais en gros, c'est la base de la gestion des nombres random. En gros, ce qui vous permet de faire une grosse partie de votre sécurité. Et voilà. Et en fait, l'acide d'entropie, elle est commune à tout le monde. Ce qui fait que c'est possible de l'épuiser. Si vous êtes vraiment des gros porcs, genre prendre une grosse instance AWS pour faire tourner Kubernetes sur une instance, et je l'ai déjà vu, je dis pas ça pour troller, et voilà, vous épuisez tout. Deuxième chose, c'est que vous utilisez les mêmes ulimit. Alors, ulimit, vous les voyez, je pense, de temps en temps, c'est le truc genre, ouais, mon Nginx, il répond plus parce que too many open files, par exemple. C'est-à-dire un spécifique. Ça, vous le partagez aussi. Et puis alors là, il y a le top du top, les noisy neighbors. Alors, je vais taper un peu sur tout le monde parce que ça me fait marrer. Scaleway, par exemple, avait beaucoup de problèmes à l'époque. Ça s'est bien amélioré. Mais en gros, tu étais sur une VM avec quelqu'un d'autre. Là, je parle vraiment de VM. Et ben, le voisin qui était sur une autre VM sur la même hardware pouvait t'impacter quand même. Et vous imaginez qu'il y avait de l'isolation au niveau hardware. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu mets de l'isolation au niveau des C-groupes qui globalement marchent tellement bien qu'il y a des C-groupes V2 et que Docker n'est toujours pas compatible? Bon. Alors là, on commence à avoir un peu sécurité et Kubernetes se pose des petites questions quand même. Parce que là, voilà quoi. Bon, alors quand même, les mecs se sont dit, ouais, alors attends, mais non, Docker et Kubernetes, on va réaliser des trucs hyper marrants, on va mettre de la sécurité en plus, ça fera qu'on sera mieux sécurisé sur des Docker sur un Kubernetes que sur des VM, parce que les VM, bon, c'est lent, puis c'est moche, et puis ça pue, puis c'est pas cattle, hein, c'est des pets, il faut les manager, machin. Non. Donc ils se sont dit, on va faire Gvisor. Ah, peut-être une question? Il y a de l'écho? Ouais, il y a une question. Il n'y a plus d'écho si j'interromps là. Non, c'est bon, il n'y a pas d'écho là, vas-y. Il y a Code Design FR qui demande dans le chat, c'est pas lié au fonctionnement de LXC. Alors il a demandé il y a quelques... Alors, c'était pour quelle question? Il a demandé il y a genre 20 secondes. C'est pour les problématiques. Bah, en fait, non, parce que LXC de base, c'est les mêmes technos, en fait. En fait, qu'on reste d'accord, systemd spawn, Docker, enfin tous les dérivés de containers qui existent des dernières années, tous se basent sur les mêmes technologies de base qui sont dans le kernel. C'est la même base, en fait. Et donc, tu as les mêmes problématiques pour tout ce qui est container. On va dire que tu ne partages pas avec les VM. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Sinon, garde-la pour la fin et je te répondrai à nouveau quand tu mettras un message dans le chat. Donc, Gvisor. Qu'est-ce que c'est Gvisor? En fait, les mecs se sont dit, ouais, alors, on va essayer de faire de la sécu. On va prendre tous les syscalls qui partent d'un container. Alors, les syscalls, c'est quoi? C'est tout ce qui va parler au système. En gros, c'est tout ce qui utilise la gLPC. C'est ouvrir des sockets, c'est ouvrir des fichiers, c'est ouvrir tout ça. Donc, on va prendre tous les syscalls qui sortent d'un container. OK? On va faire une grosse boîte. On met un truc au milieu, un proxy, écrit en Go, parce que tout est en Go, non? Sur Kubernetes, je crois. Hein? Et puis après, on balance tout ça au kernel en disant, attends, on va vérifier au milieu ce qui se passe. Ouais, alors, enfin, il y a un petit problème là-dedans quand même. Vous imaginez bien que des appels kernel, on en fait une tripotée. Ouvrir une socket, j'ouvre 80-80 pour répondre, bah pouf, allez, c'est parti. Donc, voici une représentation arbitraire de Gvisor. Alors, c'est cool parce que c'est très rapide. Vraiment très rapide. Et puis surtout, c'est cool parce que quand tu vas avoir les mêmes perfs que sur une VM, en gros, à la place de lancer un serveur, tu vas en lancer 5. Parce que tout est ralenti. Parfait. C'est cool. Enfin, je veux dire, on est en train de nous faire chier sur l'écologie et tout ça. À raison. Je ne tape pas sur l'écologie du tout.
Mais les mecs te balancent des trucs qui ralentissent tout et qui consomment 15 fois plus d'électricité, quoi. Champion. Et c'est les mêmes qui vont critiquer la blockchain en disant ouais, ça bouffe de l'électricité. Ce qui est vrai, hein, attention. Mais voilà, quoi. Bon, là, on a vu plusieurs problèmes. Il n'y a pas plus de sécurité. La sécurité qui est mise en place, globalement, c'est lent, c'est chiant, c'est moche, c'est en Go, c'est pas bien. Comme dirait Waxeux, aka Quentin Adam, il y a un garbage collector, et le garbage collector, c'est le mal, va des rétro satana. Globalement, c'est ça. Bon. Alors maintenant, on va passer au container en lui-même. Donc les containers, quand vous les lancez, vous mettez dans votre M-chart l'image machin, en fait, il va télécharger toute une série de containers. Donc il va prendre votre OS de base. Par exemple, sur les Nginx que j'ai montré tout à l'heure, c'est Nginx, puis installe le user Nginx, puis installe un certain nombre de configurations, compile des modules, blablabla. Bon. Ouais, mais il y a un gros problème là-dessus, en fait. Là, j'ai pris un exemple. Hein. Alors, encore une fois, ça, c'est un truc qu'on a vu pour de vrai, en fait. Donc, en fait, les mecs s'étaient dit, ouais, on va faire tourner notre site en PHP. Bon, déjà, PHP, voilà, bon. Sur du Docker, sur de l'Alpine. Alors, à l'époque, ils ont buildé sur Alpine Latest. Puis, ils ont fait un install Apache. Puis, un install PHP. Puis, après, tu lances un composer, puis tu as un run derrière. Bon, jusqu'à là, rien d'anormal. Petit problème, en fait, c'est que c'était toujours buildé sur le même Jenkins et qu'en fait, ils n'ont jamais updaté les couches d'en dessous. C'est-à-dire que pour eux, leur application était à jour. Tout était à jour. Mais en fait, non. Ce qui était à jour, c'était à la limite le PHP, le composer, le run, mais pas le reste. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des CVE documentés, exprimés dans la nature, sur des systèmes soi-disant à jour. Je parle de trucs, nous, on a vu des Heartbleed, quand même, en prod. Alors, pas sur de l'Alpine, mais voilà. Mais alors, il y a quand même une question qui se pose là-dessus d'un point de vue sécurité. Imaginons que tu veux quand même utiliser ce système-là, tu veux faire tes couches, c'est comme ça que ça marche, Docker. Et globalement, tous les containers marchent sur ce type de système. Qui doit manager quoi? Alors là, rentre un nouvel acteur qui est magnifique dans toutes les entreprises un peu corporate. C'est le management, qui globalement sont complètement cons, aucune idée de ce qu'est la technique, et ont juste lu l'article « Comment faire votre digital transformation en 10 étapes ?» et dedans, c'est marqué étape numéro 8, faut du DevOps, étape numéro 9, faut faire du Kubernetes. Ok. Hein. Donc voilà, donc comment ça finit? Sur une infrastructure standard, tu as tes devs qui managent le développement, tes ops qui managent les serveurs, et puis tu as une nouvelle team qui s'appelle DevOps qui manage le CI/CD, plus le Kubernetes, plus les images. Bah ouais, mais en fait, c'est des conneries. Globalement, les DevOps, ils le font pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les DevOps? Ils vont juste... les devs vont dropper des bombes sur les ops, genre balancer des images pas à jour. Il n'y a plus de sécurité. Et là, il y a des mecs qui sont quand même dit, à gros de grosses masturbations intellectuelles, vas-y, je vais devenir DevSecOps. Puis après, il y a DevSecDataOps. Puis après, il y a DevSecData LinuxOps, WindowsOps. Enfin, voilà. Globalement, DevSecOps, celui qui met le titre sur LinkedIn, c'est qu'il ne connaît ni le dev, ni le sec, ni l'ops, ni le DevOps. Voilà. Désolé si j'en ai un qui gueule, mais m'en fous. Et donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans les teams Kubernetes? Ce qu'on a vu plusieurs fois, c'est les devs drop leurs images, tout le monde s'en bat les couilles tant que ça marche. Il y a toujours les DevSecOps qui essaient de mettre des IAM et des trucs au milieu, on ne sait pas trop pourquoi, à part pour faire chier le monde. Et puis après, il y a la Kubernetes team qui manage le Kubernetes, et puis après, il y a la sécurité sur Kubernetes. En fait, non, parce que c'est pas le DevSecOps? Ah bah non. Mais c'est la Kubernetes team? Ah bah non. Donc, il y a des Kubernetes lancés où c'est en mode tous les containers sont nickel, c'est du privilege partout, et puis alors là, c'est la grosse fête, quoi. Je veux dire, c'est vous rentrez dedans, il y a une CVE sur un Docker, sur Alpine pas à jour, et vous prenez le contrôle du cluster entier. Bravo les mecs. Ça, c'est de la sécu, mon pote. Alors en plus, quand on fait du Kubernetes, vous vous exposez sur l'OS de base, sur lequel tourne le Kubernetes. Vous vous exposez sur le container.
vous vous exposez sur la manière dont est lancé le container, et vous vous exposez à tous les tools around. Donc, par exemple, notre spécialité, c'est pas la sécurité, mais on en fait parce que des fois, on n'a pas le choix. Mais le nombre de fois, on a fait des attaques où on allait défoncer le Jenkins de la boîte. Ah, c'est plus des Jenkins, c'est Jenkins X ou c'est tous les autres outils de CI/CD sur Kubernetes. La plupart du temps, ils ne sont pas sécurisés. Et puis alors là, faites du slip. Et alors là, c'est un désastre, quoi, globalement. Alors en plus, j'aimerais faire une petite dédicace à Caruspay qui est chez Clever Cloud aussi, qu'on utilise et qui sont très très bons. C'est une représentation arbitraire d'un container contre une VM quand vous voulez aller plonger dans l'Arctique. Je vous laisse deviner lequel s'en sort le mieux quand même. Hein. C'est... Voilà, je n'ai pas besoin de plus d'explications. Quoi. Bon, alors, et puis alors, maintenant, on va revenir sur les updates. Je vais quand même vous faire une petite démo d'un truc marrant. Alors, on va repasser sur le mode démo. Où est-ce qu'elle est ma fenêtre? Alors, est-ce qu'il y a des questions le temps que je change mes fenêtres? Pour l'instant, il y a des trolls. Il y a beaucoup de trolls et de réponses à tes trolls, du coup. Ça me va. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, je suis en train de le resize, justement. Parfait. Voilà. Parfait. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a... Je vais peut-être grossir un peu, non? Non? Si? Non? Bon. Ok, donc en gros, j'ai le Nginx qui tourne de tout à l'heure. Ah non, même pas, ça c'est un autre Nginx que j'avais fait tourner. Il y a un Redis Alpine Latest qui tourne et un Redis Latest qui tourne. Eh ben, allons-y. Allons voir qu'est-ce qui se passe dans ce genre de choses. Alors, Redis. Ah, je passe dans le bon. Pardon. Docker exec -it. Il est où? C'est 7B. 7B bash. C'est le Alpine. Là, on va mettre Redis-serveur -v. Alors, gardez ça pour tout à l'heure, ça va être important. Donc là, je crois que c'est ça. Voilà. Ça, on vous le garde de côté pour le moment. Vous voyez bien la version de JE-malloc. Vous voyez bien la version de muscle libc. Bon, on passe au suivant. Là, c'est 7.5. Tac. On va peut-être mettre un bash quand même, faut pas déconner. Redis-serveur -v. Bon. Et puis on va prendre un petit mdd- je vais déconner. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit? Première chose, ils ont la même version de JE-malloc. OK. Là, il y a le muscle libc. OK. Puis là, il y a la glibc. OK. On revient sur mon OS de base, qui est un Arch Linux, globalement à jour. Voilà, c'est un... Voilà. Globalement, tout le monde est d'accord là-dessus. Ben, regardons ça. Ah bah, c'est pas la même version de JE-malloc. Bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends, là, il tourne en 5.1.0, puis là, en 5.2. En vrai, vous pourrez me dire, oh, mais c'est pas grave, une petite différence, ça va, quoi, tranquille. Calme-toi, Loïc. Ouais, alors en fait, JE-malloc, qu'est-ce que c'est? C'est une version de malloc. Et malloc, ça sert à quoi? Ça sert à, en gros, mettre des datas en mémoire. Et Redis, c'est quoi? C'est un truc qui met tout en mémoire. Quoi, ça veut dire qu'on n'est pas à jour sur un truc qui met des trucs en mémoire, sur un truc qui fait que de la mise en mémoire. Ce qui est quand même pas mal. Bon, et puis alors on va continuer. Ah bah, c'est quoi ça? Attends, la glibc chez Debian, elle est en 2.28. Mais nous, elle est en 2.33. Bah, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je comprends pas, moi. Alors, faut quand même savoir que JE-malloc 5.1.0, c'est sorti il y a 2 ans. Bon, puis Debian, de toute façon, ils ont toujours 4 ans de retard, donc voilà. Donc on est d'accord que sur des trucs qui sont censés être top-notch sécurité, on est en retard sur tous les logiciels qu'on utilise. C'est quand même pas mal. Alors, pour info aussi, je crois que je l'ai toujours dans l'historique ici, même la dernière version de Nginx compilée sur les M-charts,
C'est du 10.2.1. Ouais, mais moi, c'en est pas. Moi, c'est bien plus que ça. Donc voilà, donc ça commence à être très très marrant. Alors, revenons à nos moutons. Je vais repartager ma presse. Tac. Donc on est d'accord qu'on utilise une version de gmalloc qui est dégueulasse, une version de GCC qui est dégueulasse. Et donc qu'est-ce que ça donne? On perd des perfs. Alors, il faut que je vous parle du protocole de test qu'on a utilisé pour faire ça. On a utilisé un petit outil qui s'appelle Redis Benchmark avec une option qui est Redis Benchmark-Q-N et on a mis une valeur derrière et on l'a lancé 1000 fois sur chaque système. Et donc on a commencé par un Arch Linux stock, puis on a mis un Redis Latest Docker, puis un Redis Alpine derrière et le Redis by Calvad qui est en gros un Arch Linux compilé avec des options marrantes. Eh bien, comment te dire ça? Je pense que c'est assez clair. C'est très, très approximatif, hein, mais en gros, le Redis Latest est 25-30% plus lent. Le Redis Alpine est 35% plus lent. Et le Redis Calvad, il est, je crois que c'était 15% plus rapide. Voilà. Vous dites, bon, bah d'accord, mais quel est l'impact avec la sécurité? Redis, ça sert à quoi généralement? Ça sert à mettre des sessions. Ouais, mais attends, si tu peux pas mettre autant de sessions privées que tu peux pas les prendre plus vite, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de te DDoS. Et vous pouvez d'ailleurs aller lire l'article de DDoS qu'on a écrit sur le blog de Calvad. Je me fais de la self-promo, rien à battre. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en gros, vous perdez facilement 30 à 40% de perf parce qu'il y a des gens qui ne savent pas compiler, quoi. Globalement, c'est ça. Mais le pire, c'est pas que ça. C'est même sur le réseau, il y a de l'impact. Arch Linux Stock, normal. Le Redis Latest est 50% plus lent. Celui d'Alpine est un tout petit peu plus rapide, et le nôtre est un tout petit peu plus rapide que le, Redis, que le stock Arch Linux. Alors, encore un truc de plus. Là, j'ai pas fait d'effet démo, désolé, parce que j'en avais marre de switcher. Ça, c'est un Nginx Latest qui est sorti. Donc, je viens de le télécharger aujourd'hui. C'est compilé avec GCC 8.3. OpenSSL, c'est 1.1.1D. Septembre 2019. Puis ça, c'est celui de stock d'Arch Linux, hein. Donc même pas le nôtre Calvad. C'est un 1.20.1. Alors, il y a une petite différence, mais pas d'inquiétude, c'est qu'un qui est mainstream et l'autre, c'est le stable. Mais nous, on est en 1.1.1K. C'est bizarre quand même. Je comprends pas. Pour répondre à le sopalin divin, si tu as des problèmes de Redis pour te protéger contre du DDoS, non, c'est pas ça. C'est que, en gros, ton DDoS, il est à une limite et que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un gros réseau Incapsula bien violent parce qu'il faut savoir que même Cloudflare, tu peux passer à travers. Hein. Donc, tu es quand même content de pouvoir prendre 25% plus de trafic sur un site web normal et je te parle d'un site de prod. Hein. Bon, bah en gros, qu'est-ce que je veux dire? C'est que... Ah pardon, faut pas que je passe à la slide suivante. Qu'est-ce que je veux dire en fait? C'est que, globalement, toute la sécurité de tous les Kubernetes de base, de toute façon, elle a 2 ans de retard, surtout. Mais par contre, les mecs viennent nous casser les couilles quand le cloud provider X ou Y n'a pas mis à jour la dernière version de Kubernetes. Ah oui, moi je veux ma 1.28.2 bêta 4 alpha 8. Ah ouais, mais non, mais je m'en fous, moi, Nginx, il y a 2 ans de retard. Ah, mais balèque, mec, hein, complètement. Alors, on va arriver au dernier problème de Kubernetes. La CNCF. Alors, je les aime bien, hein, ils sont gentils, hein. Mais alors, si les mecs pouvaient arrêter de picoler dans des bars et écrire un truc en Go sur le coin d'une table, sur leur téléphone, et dire que c'est un projet prod de la CNCF, ça serait quand même cool. Parce que j'en ai marre de voir des trucs en prod qui sont juste pas stables. Quand un cluster Kubernetes se prend de la grosse charge, le premier truc qui tombe, c'est même pas les serveurs en fait. C'est les DNS. C'est Core DNS qui va tomber. Et Core DNS, c'est un projet CNCF écrit en Go, c'est un serveur DNS. Donc régulièrement, par exemple même sur les GKE de chez Google, il faut remettre son propre DNS système. Ouais, globalement, CNCF, SNCF, même combat. Hein, Zigazoo, c'est à peu près ça. C'est quoi exactement, pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi?
Ah, pardon, c'est Cloud Native Computing Foundation, je crois que c'est ça, CNCF, ouais, ça, Cloud Native Foundation. Ouais. Voilà. Alors, il y a un autre problème sur Kubernetes, c'est les certifications. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, je vis à Dubaï. Et alors, Dubaï, la tech, c'est quand même pas la joie, je vais être honnête avec vous. Hein. Bon, la France aussi, hein, mais Dubaï, c'est vraiment, vraiment pas la joie. Et en fait, s'ils ne savent pas faire de recrutement à Dubaï, comment ils recrutent? Ils recrutent si tu as la bonne certification. Alors, il y a 2 sports nationaux à Dubaï. Le premier, c'est tu as les techs qui n'ont pas le choix de passer des certifs parce que leur boîte leur demande. Et certains, dans le genre de moi, alors moi j'ai ma propre boîte donc je m'en fous, mais certains de mes copains s'amusent à passer les certifs sans jamais avoir lancé le software. Donc juste en apprenant par cœur. Donc, les mecs sont certifiés Kubernetes machin, avec 3 grades, 28 échelons à mettre sur une blockchain pour prouver que le diplôme est vrai. Ils n'ont jamais lancé un Kubernetes. Ce qui est quand même exceptionnel. Ouais, une certification Open Classroom, ça marche aussi, hein, pas de problème là-dessus. Code Design FR. Et alors, il y a un autre problème en plus, c'est que nous, à Dubaï, on est à côté d'un sous-continent qui est spécialiste d'un certain nombre d'arnaques, et on peut littéralement les acheter. C'est-à-dire que je reçois moi-même des messages disant « Bonjour Monsieur Loïc, est-ce que ça vous dirait d'acheter la certification CNCF Kubernetes grade 3, général 4 étoiles, mes couilles ?» Bon, ben voilà quoi. Donc voilà, donc là, il y a un autre problème, c'est que la sécurité, c'est « Ah ouais, j'ai passé Kubernetes sécurité DevSecOps. » Bah non, mais ça veut pas dire que tu sais opérer en sécurité un Kubernetes, quoi. Donc, revenons à nos moutons. Kubernetes, est-ce que c'est le futur de la sécurité? C'est la question qu'on devrait se poser. Ça utilise des technologies qui sont outdated, des technologies qui sont pas sécures, des technologies qui sont dures à manager, qui sont dures à sécuriser. C'est cher. Ah ouais, parce que je ne vous l'ai pas dit en plus, c'est cher. Et alors, dernier truc marrant, c'est vraiment chiant de commit dans Kubernetes. On commit régulièrement avec Calvat sur pas mal de projets. On a fait, alors, pas toujours de la qualité malheureusement, parce que des fois on picole. Bon, c'est moche. Mais on a contribué sur 2-3 projets. Voilà, ça arrive. Enfin, essayer de contribuer sur Kubernetes, c'est vraiment relou, quoi. Alors, comment Kubernetes va vous aider à sécuriser les assets de votre compagnie? Eh ben, ça va pas le faire. Globalement, en gros, Kubernetes, c'est un outil marketing utilisé par certaines boîtes pour vendre du service. Et on est en train de devenir les dindons de la farce, quoi, globalement. Donc, quand est-ce que vous devriez utiliser Kubernetes? Jamais. Parce que c'est de la merde. Globalement, c'est ça. Voilà. Et puis, bon, je vous emmerde un peu, quoi. Globalement, je suis un troll et je le vis bien. Bon, en fait, on va être un peu sérieux quand même. Quand est-ce que vous devriez utiliser Kubernetes? Quand vous faites beaucoup de microservices. C'est une très mauvaise idée de faire beaucoup de microservices. J'en ai marre de voir des startups venir me voir dans mon agence où les mecs ont pas lancé de produit, ont pas de clients, il y a 28 services, 28, alors c'est même plus des microservices, c'est des macroservices, sinon ça ne marche pas. Il y a 4 databases différents, un data lake, il n'y a rien. Arrêtez de me faire chier avec vos microservices. Vous en avez besoin moins, vous le faites. Mais arrêtez de lancer des infrastructures microservices. C'est débile. Vous pouvez aussi utiliser Kubernetes quand vous avez $1 million à mettre dans votre tech department. Parce que entre les clusters de tests, les systèmes, la formation de vos gars, bah, parce qu'il faut les former quand même, le coût de risque de sécurité, les temps de dispo qui vont se défoncer parce que globalement, quand vous commencez à sur Kubernetes, il tient jamais. Donc, ça va coûter $1 million. En plus, vous pouvez le faire si vous avez 5 personnes en plus pour le manager. Il faut aussi prendre du Kubernetes si vous aimez brûler du cash, quoi. Je veux dire, si votre grand kiff, c'est de vous masturber sur vos builds AWS pour votre AKS, parfait, allez-y, quoi, les mecs, je vous en prie. Si vous aimez vraiment, comment dire ça, donnez de l'argent aux GAFAM, parce que bien sûr, ils ne vont jamais regarder vos datas. Puis il y a des scandales tout le temps. Mais non, moi, je suis parano, bien sûr, je suis parano, faut pas le dire, voilà. Après, voilà, si vous avez des hard requirements, vous pouvez utiliser Kubernetes. Et alors, la meilleure raison d'utiliser Kubernetes, et on l'a vu en prod,
c'est les mecs qui n'arrivaient plus à faire tourner leurs applications Java 6 parce qu'en fait, même sur du CentOS, je crois que c'était 5, le truc avait un uptime d'à peu près 10 minutes. Donc, les mecs se sont dit, on va tout mettre sur un cluster Kubernetes qui va s'auto-healer. Et en gros, à la place de se dire, attends, on va peut-être le fixer, bah non, ils ont juste balancé un truc qui va aller genre rebooter tout le temps, tous les systèmes. Bien ouais, les mecs. Cool. Alors, je viens de cracher dans la soupe comme un bâtard, quand même. Peut-être que je donne des alternatives, parce que sinon, c'est pas marrant. Vous pouvez faire du serverless, par exemple. Alors, serverless, je suis pas fan, mais ça existe. Donc, chez AWS, ça s'appelle Lambda. Chez GCP, c'est Functions. Chez Azure, c'est Function aussi. Et il y a les workers Cloudflare qui sont pas mal non plus. Alors, sachant qu'AWS, c'est un dérivé de conteneurs qu'ils utilisent, mais ils utilisent une nouvelle technologie qui s'appelle Firecracker, qui leur permet d'avoir quasiment de l'isolation VM. Je ne suis pas spécialiste, mais voilà. Et la solution, c'est d'arrêter de vous masturber sur des solutions où vous êtes content parce que vous avez un kiki plus grand que le voisin, parce que vous avez mis un Kubernetes avec 18 nodes et il n'y en avait que 17. C'est d'être un peu réaliste et d'utiliser des passes. Alors, par exemple, Clever Cloud, c'est des Français. Ils sont bons, ils sont cinglés, hein, mais ils sont géniaux. Ils sortent des produits open source tout le temps. Ils ont leur propre distro qui s'appelle Exerbo, où les mecs qu'on reste d'accord, ils sont barrés, hein, mais ils sont géniaux. Puis sinon, vous allez sur des trucs genre Heroku. Ou sinon, vous allez sur... alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais alors, voilà un contre-exemple. Un pass de merde. DigitalOcean Apps, c'est dégueulasse. Ça met 20 minutes à builder les images de base. C'est pas manageable. C'est à la limite de l'exploitable. Alors, pour info quand même, je viens de tabasser violemment. Il y a 2 infos que j'aimerais vous donner. Il y a le For Your Information. Donc, on a un site web. Je ne peux pas vous dire qui c'est parce que c'est un client du Moyen-Orient qui veut rester discret. On prend 1 million de visiteurs par jour. De visiteurs uniques par jour. On a 2,5 millions d'utilisateurs en DB. Tout tourne sur Python. On a un peu de Node et du Postgres. On a un CI/CD complet avec de l'error tracking Sentry. Et sur ce système-là, on a des global logs et de l'observabilité avec Warp10, qui est une solution française aussi, Cocorico, qui est en gros une time series database. Je ne sais pas si notre ami Nicolas est dans le stream, mais en gros, Warp10, c'est un InfluxDB qui marche. Voilà. Et on avait fait à l'époque les logs sur Vespa. On est en train de changer ça, mais en gros, Vespa, c'est un Elasticsearch manageable, globalement. En fait, c'est un vrai moteur de recherche. À la base, c'est un projet Yahoo dans mes souvenirs. Et bien pour tout ça, avec tout, quoi, ça nous coûte 500 $ par mois. Incluant le staging, les gateway mail qui bouffent quand même un certain... Enfin, Mailgun, c'est cher. Et voilà. Autre chose aussi, je partagerai tous les liens à la fin. Le Liswar qui dit vous remplacez Vespa par quoi? Alors, on est en train de remplacer ça par un espèce de mix avec du Tantivy. C'est un moteur de recherche en Rust. C'est pas encore fait. C'est toujours en progrès. C'est plutôt un POC pour le moment. Et en fait, le créateur de Tantivy, qui est un Français aussi, est en train de lancer en plus son produit qui ça doit s'appeler QuickWit. Je pourrais filer les liens au besoin. Et on est vraiment intéressé parce qu'en gros, il scale vraiment très très bien parce qu'en fait, il stocke la data sur S3 ou sur un S3-like. Donc ça pourrait être pas mal. Deuxième chose aussi, ce que je vous conseille, et je fais faire de la self-promo encore une fois, il y a le blog de Calvad. Donc vous pouvez aller dessus. Et on a un article sur comment on a livré 22 millions d'utilisateurs en 10 minutes pour un coût complètement raisonnable en utilisant Clever Cloud et tout ça. On n'a pas mis le coût complet de la solution parce qu'on ne veut pas le communiquer. Parce que voilà, on ne peut pas. Non, je ne fais pas d'hébergement web dev, code design et va crever, globalement. Donc voilà. À mon humble opinion, je vais vous donner une liste de trucs, ça serait bien que tout le monde le fasse avant de venir me casser les couilles de release des trucs en prod. Compilez les softwares que vous voulez mettre en prod. Vous compilez MongoDB, vous le mettez jamais en prod, mes potes. Parce que vu le temps que ça met, et le nombre de warnings qu'il y a, c'est un truc de ouf, quoi. À côté, il y a un Postgres, le truc tient nickel. Et après, il y a un Mongo. Non, mais voilà, quoi. Autre chose, en tant que business, on est d'accord que votre but, c'est quand même d'être up tout le temps,
avoir une bonne qualité de service, pour un coût minimal, pas beaucoup de maintenance, et surtout que vous pouviez release des features. Donc, bah voilà quoi. Globalement, voilà, c'est pas compliqué. Autre chose, alors là, moi je suis un ops pur et dur, hein, faut être clair, je sais dev, je suis très mauvais en dev, et beaucoup de gens me le disent d'ailleurs, vous pouvez le dire aussi, il n'y a pas de problème. Les ops sont censés fournir des services aux devs. Ils ne sont pas censés aller se masturber pour savoir qui c'est qui a le plus gros cluster. Ça bat les couilles, globalement. Les devs, eux, leur principe, c'est de prendre la vision produit et de l'envoyer en production. Les devs, c'est des builders, c'est des architectes, des constructeurs. C'est des petites mains. Je ne dis pas ça de manière négative. Autre chose, alors c'est un truc aussi qui m'énerve. Ça sert à rien de vouloir faire comme Google, ou comme Facebook, comme Twitter, ou comme tous ces gens-là. Ce qui compte, c'est que ça marche pour vous. C'est que ça marche pour votre business. C'est pas que vous ayez faire comme chez les copains, parce que chez les copains, ils aiment se masturber, puis ils ont un gros budget. Ah oui, nous, on a un data lake, on fait du GPT-3 dessus. Ouais, ce qu'ils vous disent pas, c'est combien ça coûte. Exécuter ça, ouais, un flow, un entraînement, ouais, 10 millions de dollars. Ah ouais, d'accord, bon, parfait. Puis alors, dernier truc, les certifications, c'est de la merde. Le premier qui me sort une certification, de toute façon, je le tabasse. Petite image en plus, je vais laisser une trentaine de secondes pour les gens pour la lire. Il y aura une... Ah merde, il y a un podcast. Ah, je vais peut-être le lire. Alors, en fait, c'est une BD de Tintin, en fait. C'est basé sur le sceptre d'Autocar, où il explique comment le sceptre avait disparu. Et en gros, voilà, il t'explique, il y a un mec qui dit, à mon avis, et l'autre est Tintin qui répond, oh, c'est trop mignon, il formule un opinion. Voilà ce que j'en fais, je le passe dans cette machine ingénieuse. Et en fait, il met la vie dans la machine ingénieuse. Il presse le déclic, il y a le mot, à mon avis, qui vole. Et puis maintenant, il y a Tintin qui dit, bah, maintenant tu vas là-bas et tu vas bien niquer ta race avec un petit cœur. Voilà. Globalement, Kubernetes, pour moi, c'est le nouveau OpenStack. Il y a 15 ans, il y a OpenStack, tout le monde devait être sur OpenStack. Il fallait être sur OpenStack, il fallait tout faire sur OpenStack. C'était vraiment tout sur OpenStack. Et maintenant, il faut tout faire sur Kubernetes. Et puis, dans 10 ans, on trouvera autre chose. À un moment, il faut arrêter de suivre les modes. Ce qu'il faut, c'est faire ce qui est bon pour votre business. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Je vois qu'il y a des rageux qui se sont barrés. Alors, voilà, je rage, mais en fait, on va pouvoir discuter maintenant. Je suis très, très opiniâtré. Je suis un putain de troll, mais voilà. Et surtout, si vous cherchez à vous faire recruter, bah, on recrute. contact@calvad.com. On est Calvad sur les réseaux. Sinon, vous pouvez me choper Huawei42 sur GitHub, Twitter, à peu près n'importe où. Mais voilà, merci bien pour votre écoute. Et s'il y a des questions, je vais les prendre. Merci Loïc pour la presse. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme a dit Loïc, il est ouvert à la discussion. Hein, il trollait sur le truc, mais au contraire, il m'a dit, moi, il veut échanger justement avec des gens qui auraient des arguments contre les siens. Donc n'hésitez pas. J'espère qu'on va pas se faire censurer par Twitch, par contre. Non, mais c'est bon, hein, si on a... Ça va, j'ai été soft, mec, ça va. On a une première question, je vais la prendre parce que celle-là, elle est drôle en plus. Je n'ai pas compris le nom de Calvad. Calvad, attends, je vais l'écrire dans le chat. C'est... Et oui, tu peux te faire de la pub, hein. Tu viens donner une conf. Voilà, donc c'est Calvad. Voilà, c'est une boîte française globalement. Voilà, agence tech super marrante. On fait plein de trucs marrants. Voilà. Fait pas de PHP. Je sais que ça a gueulé tout à l'heure quand j'ai dit qu'on faisait pas de PHP, qu'on n'aime pas le PHP. Ouais, on n'en fait pas. On a une opinion très tranchée dessus, mais après on n'est pas. Encore une fois, en fait, j'ai fait une présentation en mode troll parce que ça permet un peu d'énerver les gens. Oui. Alors, je vais répondre à la question après. Mais globalement, on est vraiment pro open source. Il y a vraiment un truc qu'on n'aime pas, c'est les solutions propriétaires. On en utilise quand même, faut être clair, mais on essaie de réduire au minimum cette utilisation. On est vraiment pro open source. On fait beaucoup de Python, du TypeScript, on fait de l'Elixir, on fait un peu de Rust, on fait du Zig, on fait de l'Erlang, on fait du Go, et voilà. Zigazo, oui, il y a pour le projet de lancer CalvadOS en public un de ces jours, pour la blague, et c'est normal.
Alors, question de Neordi. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom, je suis désolé. Si on a du on-premise, ça ne simplifie pas énormément la gestion du port d'avoir un des clusters Kubernetes quand même. Alors, oui, si tu as les gens. C'est-à-dire que c'est toujours le même problème. Quand nous, on déploie des infrastructures, on va dire... Ah, c'est Jean-Luc. Bah, ok, Jean-Luc, ça marche. Quand tu as des infrastructures classiques, que nous, on déploie, par exemple, on fait beaucoup à base d'Ansible. On fait des archives et on les déploie. On fait du blue-green. On a toute une série de playbooks Ansible dont on se sert pour faire ça. On fait aussi avec du Terraform, des fois, ça marche très bien, avec des cloud init sur des VMware on-prem. Nous, ça marche. Ça marche même très bien. Par contre, oui, un Kubernetes peut te faciliter la gestion, surtout si tu en as beaucoup, et surtout si tu as les gens. C'est clair qu'un at scale, ça marche. Un bon copain bosse pour Shopify, eux, ils ont, je sais plus comment c'est, de nodes et de CPU pour leur Kubernetes. Ça vaut le coup dans ces cas-là, clairement. Mais pour la plupart des cas d'usage, ça vaut pas le coup. C'est comme tous les gens qui me disent, on balance un cluster Hadoop pour mettre 2 Tera de data. Ça sert à rien. Voilà. Et surtout, alors, j'aimerais mettre un truc en plus. Quand tu fais du Kubernetes, c'est très compliqué sur la gestion, en particulier de la data. Alors, je crois que la formule vient de Quentin Adam encore. Je copie beaucoup sur lui. C'est le clan des barbus. Quentin parlait beaucoup de la gravité de la data. Et en fait, c'est extrêmement ça. C'est-à-dire que tu ne veux pas traiter de la même manière une DB Postgres qu'un Redis, ou qu'une application qui tourne en mémoire, en fait. Et donc, gérer ce genre de choses, si tu as un parc, on va dire, de serveurs physiques, et que tu sais comment tu déploies, que tu sais que ta base de données elle sera sur du SSD avec du cache NVMe, avec un coup de ZFS par-dessus, en fait, tu es capable de dire que tu sais que ce serveur-là, il va scaler. Si tu en mets 2 en cluster, 3, 4, on s'en fiche, mais dans l'idée, c'est ça. Alors que tu seras beaucoup plus intéressé d'avoir du HDD de base sur des serveurs qui font juste tourner de l'applicatif de base. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question, je ne vais pas la mettre dans le chat. C'est plus sur le... Parce que moi, j'ai vu Kubernetes arriver. Nous, on a une petite agence et on bossait avec des toutes petites boîtes, des startups. Donc, on avait réussi à échapper à la hype Kubernetes parce que pas de besoin. Mais on a fini par être rattrapé parce que des clients nous ont demandé. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a du Kubernetes partout. Donc, je suis assez d'accord avec toi. J'ai pas ton niveau de compétence, mais je suis assez d'accord avec toi sur la position de dire, en gros, globalement, empiler des couches et des couches et des couches et des couches pour faire tourner au final un pauvre monolithe, ça n'a pas d'intérêt. Mais du coup, là, aujourd'hui, sur le marché, il y en a. Ça va pas disparaître comme ça. Enfin, c'est quoi l'avenir? C'est quoi ta vision en fait par rapport à ça et comment on fait moins pire que maintenant? En fait, c'est comme OpenStack. Ce qu'il faut, c'est reprendre l'histoire, en fait. On est les développeurs, comme tout être humain, est très influencé par son histoire. Et en fait, si tu regardes OpenStack il y a 10 ans, c'était ça aussi. Il fallait absolument faire du OpenStack. Et puis maintenant, du OpenStack, il n'y a plus grand monde qui en fait, quoi. C'est très limite, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est dire, non. Nous, c'est un choix qu'on fait. Si un Kubernetes, on ne le managera pas parce qu'on sait que ça va être des désastres. Parce que à la fin, le client se retournera toujours sur toi en tant que société de service, même si ce n'est pas de ta faute. Comment je vois l'évolution? En fait, il faut être clair que Kubernetes est en train de perdre de la vitesse actuellement. Et on le voit, nous, de notre côté. Il y a eu un gros coup marketing il y a à peu près 2 ans et 1 an. Et là, maintenant que les mecs les ont mis en prod, c'est en train de redescendre. Vraiment beaucoup. Alors, il y en a certains qui passent sur Nomad, qui est une solution d'HashiCorp, que nous, on aime bien, on l'a en prod chez certains clients. Je ne suis pas du tout expert dedans. Je connais, mais sans plus. Nous, ça a été plutôt pas mal et surtout, les clients étaient contents parce que quand on faisait un handover, c'était assez simple quand même, comparé à Kubernetes. Mais moi, je pense surtout qu'on va revenir sur du data center de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, c'était un peu fait du slip sur 2 choses. Un, sur la data privacy, on va dire tout ce qui est RGPD ou autre, typiquement données de santé, données d'assurance, ce genre de choses. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, le cloud, c'est cher. On ne se rend pas compte comment c'est cher, mais encore une fois, self-promo, on a fait un article sur du DDoS cheap depuis Scaleway. En gros, c'est comment load tester votre application, pour être plus clair. Pour 10 €
de Scaleway, on peut générer $2000 de coûts sur AWS. Il faut bien se rendre compte que ça peut tuer des boîtes, en fait. Et donc, moi, ce que je vois, et c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est que les grosses boîtes qui étaient passées dans le cloud parce qu'il fallait être dans le cloud, sont en train de revenir dans leur data center. Ils vont aller louer des rack space, ils vont prendre des fibres noires et ils font des trucs beaucoup plus spécialisés. Comme j'ai dit, il y aura, par exemple, des serveurs qui vont être spécialisés base de données. Ils auront des serveurs qui vont être spécialisés de HAProxy, par exemple, ou du Sozu, ou ce genre de choses en frontal, qui vont vraiment avoir beaucoup de cartes réseau, qui vont avoir pas mal de lignes PCI. Et puis après, ils auront tout le reste au milieu. C'est ce qu'on voit. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question complètement. Ouais, je voulais surtout un avis, en fait. Et il y a une question de Néordi qui dit, Jean-Luc, qui dit qu'il y a des gens qui mettent des BDD Kubernetes dans Kubernetes. Oui, beaucoup. Et c'est un gros problème parce qu'il y en a beaucoup qui font ça à coup de line chart. Tout mon problème est là, en fait. Kubernetes en soi n'est pas la pire technologie au monde. Le problème, c'est qu'on a vendu un truc qui disait Kubernetes, ça sera simple. Kubernetes, vous serez dans le cloud. Kubernetes, vous serez dans le futur. Kubernetes, vous serez en sécurité. Kubernetes te fait chier des arcs-en-ciel. Globalement, c'est à peu près ça. Oh merde, la censure Twitch encore. Ah Ah Danny Brognard. Mais en gros, c'est ça. Et en fait, ils mettent tout dans Kubernetes parce qu'il y a ou des opérateurs ou des mcharts qui leur disent, bah voilà, tu balances ça et tu as un Postgres redondé backupé. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est backupé dans certains cas, c'est redondé dans certains cas. Et surtout, le problème, c'est au moment où il y a un problème, ils savent pas le régler. Et ça, c'est le plus gros problème. La question, c'est pas de savoir quand est-ce que ton appel va cracher, c'est quand elle va cracher, combien de temps tu mettras à la remonter. Et si ton cluster Kubernetes n'est pas monitoré, je vais utiliser un mot en franglais, observabilisé, je ne sais pas si ça existe, et logué, bah, ça va être compliqué. Et le niveau de log qu'il faut sur un cluster Kubernetes, parce que tu as ton propre réseau interne et tout ça, est bien plus élevé que sur des applications de base, où tu es capable de le monitorer de manière beaucoup plus simple. Voilà. Globalement, c'est ça. Code Design disait un petit dédié à 100 € par mois et tu fais tourner 95% des petites applications. C'est vrai, mais tu n'as pas de redondance. C'est pour ça que c'est plus intéressant des fois de passer sur des solutions hostées. Mais après, oui, nous, on fait tourner des clients qui sont sur du on-prem et qui ont leur propre serveur et ça marche très, très bien. Alors, bien sûr, c'est chiant d'aller dans le data center quand il faut aller changer un disque dur parce que le disque dur, il a cramé. Bon, d'accord. Mais encore une fois, c'est pas problématique en fait. Et surtout, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu es en full contrôle. Tu ne dépends pas de... Je vais vous donner un exemple en fait qui va parler pour tout le monde. Il y a une grosse boîte du Moyen-Orient, une fois, ils ont release leur app Android et ils ont laissé des clés AWS dedans. Des clés root super admin la totale. Et bien sûr, il y a des cons qui sont amusés à te connecter sur la AWS, qui ont popé des milliers de serveurs et qui ont fait un DDoS. Mais genre un truc violent sur plein de sites. Résultat, la compte s'est fait lock et ils ont perdu leur business, qui était un beau business qui montait bien. Et ça, c'est un autre problème où quand tu vas sur un Kubernetes, tu es locké. Et généralement, beaucoup de gens font du Kubernetes sur des third parties. Donc, ça peut être ou Azure, ou AWS, ou GCP. Et donc, tu dépends de ces boîtes-là. Même s'il y a, comment il s'appelle, Scaleway et Exoscale qui en ont sorti, et je crois qu'OVH aussi. Donc, voilà. Mais oui, à la fin, on pourrait revenir à des dédiés, ça marche très bien. Et surtout, vous compilez vos softwares. Donc, vous économisez de l'argent, de l'électricité, de la performance, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, alors, oui. Alors, il y en a un qui dit certaines... Oula. Alors, certains éditeurs s'orientent fortement vers des déploiements Kubernetes. Exemple, Alfresco, on risque de ne pas avoir le choix par changer de solution. C'est vrai et c'est problématique. Nous, on fait vraiment un point d'honneur à essayer de migrer beaucoup d'applications qui sont ou Kubernetes only ou Docker Compose only vers des trucs un peu plus génériques. Mais c'est vrai, c'est un problème. Mais de la même manière qu'il y a le même problème avec OpenStack à l'époque. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans tous les cas, à un moment, Kubernetes, ça ne marchera plus. Il y aura un autre truc qui va s'appeler, je ne sais pas quoi, ou sera écrit en Rust, où tout le monde va faire du functional as a service en Rust. Et puis là, il y aura une nouvelle techno et puis ça arrivera. C'est pas grave en soi. Voilà, malheureusement, oui, tu as raison, des fois on les déploie. Bah, nous aussi, enfin, attention, nous on en opère des clusters Kubernetes, on en a, c'est juste qu'on n'aime pas ça. Voilà. Maëvis qui dit
pas mettre de limite sur un compte AWS. Enfin, on est d'accord que c'est les mêmes mecs qui ont mis leur clé route dans une app mobile. Enfin, déjà, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, quoi. Je veux dire, on est quand même pas sur des... Voilà, quoi. Et c'est les mêmes qui ne mettent pas de limite à leur conteneur. Ouais, c'est ça, c'est les mêmes. Enfin, de toute façon, mettre des limites sur des conteneurs, les C-groups, souvent, c'est de la merde. Donc, bonne chance, quoi. Et alors, c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte. En fait, des fois, ça consomme énormément de ressources de vouloir ralentir des choses. C'est Nicolas Elringer qui avait donné une conférence à l'époque où il expliquait que, alors c'était l'ancien, il était avant chez Criteo, et qui expliquait que quand ils ont monté un nouveau data center, je crois que c'était à Amsterdam, ils avaient des grosses fibres entre leur data center de Paris et d'Amsterdam, et qu'en gros, ce qui leur coûtait le plus, ce qui a fait exploser leur système de transfert de data, donc on parlait vraiment de pétabytes de data, c'est pas le fait d'avoir transféré, c'est le fait qu'ils ont essayé de faire du traffic shopping au niveau des routeurs. Et c'est ça qui les a tués. Et en fait, il faut bien se rendre compte que c'est ça. Essayer de bloquer quelque chose, prendre la ressource de base, sauf si c'est vraiment au niveau hardware. Dans ce cas, ça en prend moins. Mais typiquement, faites le test sur un système qui prend de la load. Lancez IOTop, par exemple, qui permet de regarder les nombres d'IO qui sortent sur un système. Et vous verrez qu'IOTop va vite passer en top process. Il y a une raison pour ça. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Ouais, n'hésitez pas dans le chat, hein, pendant qu'on a Loïc avec nous là, à poser vos questions. N'hésitez pas. Et moi j'en profite parce que pour l'histoire des limites, nous, ça nous est arrivé une fois on faisait un truc sur AWS avec un flux ou je ne sais quoi. On avait mis une limite à $100 et en fait, Louis avait oublié de l'éteindre et le lendemain, on avait une facture à $200 et pourtant il y avait une limite. Donc les limites AWS, on s'était fait rembourser par le support, on les avait contactés, on nous avait remboursé. Donc, parfois, les limites, c'est pareil. Il y a des limites que tu peux tester que quand il y a un problème, et si la limite ne marche pas, bah, tu as bien l'air con, quoi. Je vais rebondir aussi là-dessus. C'est un truc que je n'ai pas dit au départ. Mon job principalement chez Calvan, donc je suis CTO et cofondeur. Mon associé, c'est Pierre, c'est le CEO, c'est lui qui gère plutôt la partie développement, moi, je gère plutôt la partie Ops. Certains nous appellent les pompiers de l'IT à Dubaï, parce qu'en gros, on nous appelle que quand il y a un problème, en fait. Et en fait, c'est vraiment problématique de voir des clusters Kubernetes qui sont lancés où il n'y a pas de monitoring, il n'y a pas de log, il y a des conteneurs tout en privileged. Pourquoi ? Parce que c'est des devs et qu'ils n'ont pas compris, ils voulaient juste utiliser Kubernetes parce qu'ils ont vu la conférence Google I.O. ou je sais pas quelle conférence qui disait ouais, c'est cool d'utiliser Kubernetes, est-ce que tu peux faire tout ça ? Bah ouais, mais en fait non, faut vraiment. Le métier de DevOps est un métier à part, comme le métier de dev est un métier à part. Il faut pas mélanger les deux. Le DevOps, c'est pas les devs deviennent des ops parce que le mec c'est SSH. C'est communiquer, travailler ensemble et aller vers un but commun. Pour être clair, je pense que même les devs ne devraient pas savoir sur quoi ça tourne. Un dev, il devrait juste vous donner un software dans un langage, vous expliquer comment l'installer, comment le lancer, et après, c'est aux ops de le déployer. Si les ops choisissent de le mettre sur un Docker, sur un Kubernetes, sur un Nomad, sur un VMware, sur ce que vous voulez, c'est pas un problème. Mais ça ne devrait pas être le travail des devs d'imposer une technologie qu'ils ne maîtrisent pas et surtout qu'ils ne supportent pas. Parce que ce n'est pas les devs qu'on appellera au milieu de la nuit pour réparer, c'est les ops. Et ça, c'est un autre problème. Il ne faut pas oublier que les ops, ils sont on duty. Ce n'est pas les devs qu'on appelle au milieu de la nuit parce que le truc est craché et qu'on est en train de perdre $100 000 par heure. C'est les ops. Voilà. Je pense que tu as l'air d'avoir quand même pas mal de convaincus dans le. Globalement, dans notre région, même si maintenant sur Twitch, il y a quand même pas mal de gens d'autres régions, dans la communauté Coder en scène, on a quand même pas mal de gens qui adorent les trolls ou qui adorent ce genre de punchline. Donc je pense que tu as déjà convaincu une bonne partie. Tu arrives en terrain conquis juste avec ta façon de faire. Vas-y, Gazou. Il était fan dès la deuxième phrase, il était déjà fan, je crois. Mais je crois qu'on a une question. Alors, il y a deux questions. Ouais, alors deux questions. Le problème, c'est que les sociétés se font consulter par des commerciaux. Pas seulement. J'en ai marre de voir des mecs qui sont PMP, Prince2, Digital Transformation Certified. C'est en gros, on vit au même problème. C'est quelle est l'importance qu'on donne à l'apparence ? Parce que les certifications, c'est de l'apparence. Quelle est l'importance qu'on donne dans notre métier à l'apparence par rapport à l'importance qu'on donne à ce que les gens ont fait pour de vrai, à l'expérience ?
Et voilà. Alors, tu parles d'un privilège, je crois qu'il y a des images de base qui ne fonctionnent que comme ça, une astuce. Alors, bonne question. J'en sais rien du tout. C'est pas impossible, mais après, je l'ai tué. Enfin, je sais pas du tout, honnêtement. Et je pense que oui, il doit y en avoir ça. Ah oui, parce que tu peux faire un coup de. Ouais, tu dois en avoir, mais voilà. Alors, dans le cas où il y a des besoins de performance, attention, je ne parle pas d'un site web pour la boulangerie du coin. Les devs n'ont pas besoin de savoir quand même sur quoi tourne leur application? Non. Non, pas du tout, parce qu'en fait, les devs doivent se faire conseiller par les ops pour que leurs apps soient scalables. Par exemple, en suivant le 12 factor. Alors, 12 factor, qu'est-ce que c'est? C'est une liste de règles qui avait été dictée par Heroku, je crois, à l'époque, qui ont mis en place toute une série de règles qui marchent même. Alors, c'était pour déployer sur du pass, mais en fait, ça marche partout. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir des applications qui sont scalables. Typiquement, je vais vous donner l'explication d'une application qui n'est pas scalable. Je vais taper sur PHP encore, mais combien je vois de sites web PHP à haut trafic où il faut du sticky proxy devant avec les sessions en MySQL. Eh ben oui, ça ne scale pas. Mais en fait, si tu prends un node qui est complètement stateless, que tu en lances un ou que tu en lances 100 000, la différence, c'est ton pool de connexion à la DB. Mais encore une fois, c'est pas au dev de gérer le pool de connexion à la DB. C'est pas le problème du dev. Les devs n'ont pas les compétences généralement de manager une DB. Il y a des DBA pour ça. Et je trouve, alors ça, je vais faire un petit aparté là-dessus. Les DBA se font généralement taper sur la gueule parce que généralement, ils sont pas bons. Mais il y a des gens qui ont des vraies compétences en DB et il y a des trucs qu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'on n'utilise même pas 5% des capacités SQL des serveurs SQL. Alors, à la place de balancer des MongoDB parce que c'est rapide et que c'est web-scale et tout ça, allez voir ce qu'on est capable de faire en Postgres, par exemple. Moi, je suis très fan de Postgres. Qui est ta question sur la trouver? Mais des fois, pour rentrer dans un marché, il faut la certification qui te permettra de prendre de l'expérience. C'est vrai, et c'est malheureux. Mais c'est pour ça que tu as le choix, ou tu es un connard comme moi et qui dit bah non, et je le ferai pas, et je suis une tête de mule, et je le ferai jamais. Je changerai jamais d'avis là-dessus sur faire des certifications, c'est hors de question. Et puis dans ce cas, bah, malheureusement, tu passeras à côté de l'opportunité, mais est-ce que tu as vraiment envie de prendre une opportunité où ils t'imposent une certification? C'est la première question. Et surtout, on est dans un marché qui est ultra ouvert. C'est la blague que je fais toujours, c'est si jamais un jour à Dubaï ça se passe pas bien, je prends l'avion pour n'importe où dans le monde, je passe des coups de téléphone dans l'avion, et je pense qu'en arrivant, j'ai un job. On est tous comme ça. On est dans un marché qui est... On peut trouver du job en moins d'une journée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, pourquoi on irait s'embêter dans des boîtes qui nous imposent des règles qui ne nous plaisent pas? Bon, ça va. Les gens qui bossent dans la boîte, vous ne retrouverez jamais de job. Hein. Ah, pardon. Oui, les miens aussi, d'ailleurs. Hein, faut pas déconner. Mais on est quand même super sympa, nous. Et après, nous, on pose une policy qui interdit les conteneurs en route. Ça résout pas mal de soucis côté dev. Ouais, alors tiens, oui, mais c'est ça ma question, c'est pourquoi c'est aux devs de construire un container? Pourquoi c'est aux devs de construire un container? C'est pas eux qui savent, par exemple, que la libc en fait de Alpine, c'est pas la même que la libc, qu'il faut compiler différemment. Ça va pas, ça, c'est pas possible. C'est pas bien. Il y a des choses, ils ne peuvent pas le savoir et c'est pas leur métier. Tu t'attends pas à ce qu'un dev. Je suis parti sur un dev web Java standard qui fait du Spring ou du Spring Boot. J'ai rien contre Java, Spring ou Spring Boot, soit dit en passant. C'est pas son métier de savoir quels doivent être les lieux limites sur mon container ou sur mon serveur. C'est pas son métier. Donc pourquoi on lui donnerait à construire ça? Pourquoi on lui donnerait à construire la version de Java? Lui, ce qu'il doit nous dire, c'est je veux Java 14-Zulu et c'est tout. Et on le déploie. C'est pas au dev de faire ça. Et c'est là où vraiment je trouve que, par exemple, Clever Cloud est très intéressant, c'est que eux, en fait, n'imposent aucune solution propriétaire. Ils suivent tous les outils standards. Si c'est Python, ça sera un pip. Si c'est Node, ça sera du NPM ou du Yarn. Si c'est de l'Elixir, c'est du X. Si c'est du... Enfin, voilà, ils ont tous les outils qu'il faut. Si du PHP, c'est du Composer. C'est ça qu'il faut, en fait. Ce qu'il faut, c'est que ça soit un truc qui soit maintenu. On a perdu Loïc. Attends, je vais lui envoyer un message sur WhatsApp. C'est bon, je suis de retour.
Désolé, j'ai eu un petit crash. Je disais donc, ce qu'il faut, c'est suivre les standards. Si vous êtes capable de dire, je déploie, c'est plus simple de faire un déploiement from Clever Cloud vers Kubernetes que de faire un Kubernetes vers Clever Cloud. Très simple. Crash de Kubernetes. Ouais, un compteur est tombé. Non, alors, c'est à chaque fois que je trash Kubernetes, j'ai ma connexion qui a des problèmes. Donc, je pense qu'il y en a chez l'équivalent du Orange National des Émirats qui sont pas du Kubernetes et ils m'aiment pas. Voilà. Alors, ouais, Code Design qui dit c'est comme partout, il y a des bons et des mauvais. Ouais, il y a des bons et des mauvais devs, il y a des bons et des mauvais ops. Un bel ops, il déploie et ça marche. Puis le mauvais ops, il déploie et ça marche pas, quoi. Et voilà quoi. Mais non, mais en gros, c'est ça. Mais à un moment, il faut arrêter. C'est vraiment ça qui compte, je pense, dans notre industrie actuellement, c'est que les devs arrêtent de faire des drops de bombes aux ops. Il faut arrêter d'avoir une espèce de semi-shadow IT où les ops sont juste à fournir un Kubernetes et que les mecs vont juste déployer à peu près tout et n'importe quoi. Enfin, quand je vous dis qu'on a trouvé des Heartbleed en prod, c'était l'année dernière. Heartbleed, c'est quoi? C'est 2013, 2014? En gros, c'était la faille SSL qui faisait la totale lecture en mémoire, enfin un gros truc, c'est assez violent. On trouve des CVE exploitables en public très régulièrement. C'est grave en fait. Et les gens ne se rendent pas compte parce que d'un côté, tu as les ops qui disent bah non, moi mon Kubernetes il est secure, hein, il est backupé, machin, j'ai mon plan de recovery. Puis tu as des devs qui disent ouais, mais nous on déploie nos ops, c'est bon. Et puis au milieu, il n'y a rien, c'est le vide, c'est le néant. Qu'est-ce qui se passe si votre Kubernetes il tombe? Alors, après, quelle est la meilleure alternative à Docker à ton sens? Bah, pour moi, c'est juste du bare application. Je vais dire, je vais prendre un exemple d'une application Python. Pourquoi tu aurais besoin de Docker pour une application Python? Tu mets un virtualenv à la version que tu veux. Disons, bah, là, il y a 3.9 qui est dehors, tu mets en 3.8 parce que ta plateforme ne supporte pas encore 3.9, ce qui peut arriver. Tu as ton virtualenv, tu as ton requirements.txt, comment les ops sont déployés, ils vont prendre ton PyArm version qui est dans ton repo, ils vont dire ah, c'est du 3.8 là, bon bah d'accord, j'installe 3.8, alors 3.8.3 ou 3.8.4, enfin, voilà. Ils savent que c'est du Python, donc ils font un pip install -requirements.txt, et puis roule les jeunesse. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de Docker. Docker, c'est pratique, on s'en sert, même nous on s'en sert de Docker, c'est pratique dans beaucoup de cas. Le problème c'est que l'overhead qui est caché coûte énormément d'argent côté ops. Et par contre, fait gagner beaucoup de temps généralement côté dev. C'est vrai. C'est pour ça que ça marche quand même. Faut pas être... Je suis pas non plus un cinglé. C'est Docker, ça a marché et ça marche toujours parce que ça facilite la vie côté des devs. Mais côté des ops, c'est un désastre absolu. Après, Code Design, perso, je connais plus des sysadmins qui installent de la merde. C'est les devs qui insistent pour upgrade. Alors oui, bien sûr, ça arrive, des sysadmins qui sont à l'ancienne ou... pour faire un upgrade de version, il faut 28 signataires, 14 tickets sur Jira, plus ça, c'est bon, je connais. Nous, personnellement, la plupart de nos clients, alors c'est un truc qu'on n'a pas encore dit, la plupart de nos clients tournent sur Arch en prod. Alors globalement, quand je dis ça, les gens m'insultent. Ils disent « Oh, mais tu n'utilises pas Debian ou Ubuntu ou CentOS ». Mais non. Pourquoi? Parce qu'en fait, Arch Linux a deux avantages. Le premier, c'est que nous, on compile nos propres paquets et qu'on est capable de les recompiler facilement. Compiler des RPM et manager des deb ou des RPM, c'est quand même assez désastreux. On a notre propre repo AUR et on tourne tout comme ça. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, Arch Linux suit toujours le latest. Tu as quand même des tricks, typiquement le virtualenv sur Python, mais il y a des choses où tu ne peux pas aller en arrière. Et ça, c'est bien. Il faut arrêter d'avoir des applications qui ont 15 ans, en prod sur du conteneur, parce que les mecs n'ont jamais fait l'effort de le lancer. On est d'accord qu'une application qui a 15 ans, ah oui, les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un WAF devant, puis ils mettent des firewalls, puis ils mettent plein de trucs, et puis ils ont, voilà. Le problème, c'est que là encore, je vais citer Clever Cloud, je cite vraiment beaucoup ce soir. Les mecs, j'aimerais bien un petit pourcentage d'ailleurs de com dessus. Il y a un truc qui s'appelle la métaphore de la forteresse. C'est-à-dire que toutes les infrastructures IT sont basées de la même manière. Des gros firewalls, puis des petits firewalls, puis encore un petit firewall, puis il y a l'application au milieu. En fait, il y a plein d'applications, puis il y a les DB. Puis les communications entre des applications et tes DB, elles ne sont pas en TLS. Puis il y a plein de trucs qui ne sont pas chiffrés. Bah toi, quand tu arrives là-dedans et puis que tu vois un Java 6, bah mon pote, faites du slip, quoi. Tu as juste à prendre littéralement Metasploit, CVE, Java, boum, c'est parti. Hein. Là, c'est en avant toutes. Donc c'est vraiment, je sais, alors pour revenir à la question d'origine, oui, il y a des sysadmins qui ne me gradent pas.
c'est des cons. Et nous, notre politique, c'est plutôt d'aller de l'avant et de forcer un upgrade tant qu'on peut, parce qu'on trouve que c'est bien plus intéressant d'un point de vue performance, sécurité. Et surtout, il y a un truc, je n'en ai pas parlé. Quand tu fais un upgrade majeur, on va dire tu passes de Python 3.8 à Python 3.9, tu as des trucs qui vont casser. Ça va te prendre du temps. Mais quand Python 3.10 va sortir, tu as déjà l'habitude de faire une migration. Tu en prends moins. Puis en fait, cette habitude de toujours maintenir à jour, à la fin, tu as des automatismes, tu as des trucs qui viennent. Ça vient tout seul. Et c'est là où c'est beau. Et c'est ça, en fait, qu'il faut. J'en ai marre de voir des applications qui sont lancées comme des buildings. Tu as construit ton building, puis l'application elle reste là pendant 2 ans sans qu'on y touche. Puis en 2 ans, c'est devenu du legacy. Alors surtout si tu codes en Node.js. Parce que Node.js, maintenant, c'est par version mineure, tu perds des features, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, à un moment, ce qu'il faut vraiment, c'est revenir je pense à une informatique, des systèmes industriels informatiques qui sont réalistes, sains, équilibrés, économiques et, alors je vais utiliser un gros mot, agiles. Et quand je dis agile, je veux dire que c'est pas compliqué de migrer d'une version à une autre, c'est pas compliqué de release une nouvelle version, et c'est pas compliqué de faire d'avoir une nouvelle version, par exemple, de Postgres. Keep it simple, stupid, kiss, c'est complètement ça. Alors le Java, c'est la vie. Je suis pas contre Java, je suis pas fan de Java moi-même, comme je suis pas fan, en fait on fait un peu de Rust, mais j'aime pas trop le Rust. Je suis pas fan de Java, mais oui, Java, ça marche bien. Je tape pas sur Java. Bon, si Java 6 et Java 7 et 8, c'est quand même un peu, mais Java 5 aussi. Mais voilà, mais à un moment, il faut être réaliste. Voilà. Forcément, on va rentrer dans les débats. PHP, c'est la vie. Non, PHP, c'est de la merde. Voilà. Ça, c'est calme. Parce que Composer, c'est vraiment nul. Il faut arrêter avec Composer. C'est vraiment pas bien. Alors après, moi, par rapport à PHP, j'ai quand même une impression que, peut-être que je vais dire une connerie, mais j'ai l'impression que les devs PHP sont moins enclins à la hype que les devs Java ou autre, tu vois, à vouloir justement aller sur du Kubernetes, toutes ces conneries-là. Enfin, tu vois, souvent, ils font leur truc, ils font leur PHP et entre guillemets, ils font chier personne. Là où les devs Java, Go, Rust, tout ce que tu veux, vont vouloir un peu vont être pris dans ces hypes technologiques, en fait. Alors, je vais être honnête avec toi, la population de développeurs PHP à Dubaï, elle est vraiment minime. Je sais qu'il y a beaucoup plus de développeurs PHP en France, donc je n'ai pas trop d'opinion là-dessus. Non, alors nous, on a quand même vu pas mal de PHP qui étaient passés à Kubernetes et qui après, en fait, ils ont eu tellement de problèmes qu'ils ont recodé en Go leur application. Parce que c'était obligatoirement pas Kubernetes, le problème c'était le PHP, donc ils ont tout recodé en Go, puis après, ça marchait toujours pas. Donc ils ont dégagé le Kubernetes à la fin. Mais ouais, non, c'est pas... Il y a des technologies qui sont beaucoup plus résistantes, je pense, au changement, et c'est surtout quand les langages sont mieux, alors je vais faire mieux fini, c'est peut-être un peu trollesque, mais c'est ça en fait. Je trouve que Python, par exemple, s'est beaucoup calmé. Le passage Python 2, Python 3 a été globalement une horreur, mais depuis Python 3.6, 3.5, c'est quand même assez stable, et les mecs restent sur une stabilité. PHP a un peu ce même paradigme aussi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a plus de grosses features majeures, c'est des features qui sont silencieuses, dans le genre où il y a un gîte ou il y a quelque chose comme ça. En soi, ça ne change pas tellement, et les mecs n'ont pas besoin de changer un truc qui marche, en fait. C'est un peu la même chose avec, par exemple, Elixir ou Erlang. Contrairement à d'autres langages de type, et tu as raison, Node.js, Rust, qui bougent beaucoup. Java commence à être un peu comme ça avec leur release tous les 6 mois. Mais voilà, quoi. Allez, Alors, attends, je vais répondre à tout. Alors, si on me pose la question informatique, c'est naze en général, mais c'est marrant quand même. Bah, c'est à peu près mon opinion ces temps-ci. Je suis très très triste en fait. J'adore mon métier, j'adore faire pas mal de trucs, mais je suis très triste quand je vois ce qu'on est devenu en fait. J'ai l'impression qu'on est devenu qu'une blague de ce qu'on était nous-mêmes quand on était plus jeunes. Et je pense à moi-même. Moi, j'adorais réinstaller des Linux, faire des trucs marrants comme ça, compiler des kernels, et en fait. Voilà, il n'y a plus grand monde qui s'intéresse à l'IT pour l'IT. Il faut faire du produit, il faut aller voir montrer qu'on est la plus grosse, et c'est tout. Je suis un peu triste là-dessus. Johan Fleury qui dit ça a son usage, ne pas aimer le langage c'est une chose, ça sert à rien de bâcher les gens pour autant. Ouais, je répondais à Sheldon qui disait que PHP c'est pour les fragiles. Alors qu'on bâche le langage, ok, mais les gens qui l'utilisent pas forcément, il y en a qui ont leurs contraintes, etc. Donc on peut être dur avec le code, doux avec les gens. Voilà.
Alors, je vais quand même. Alors, ceux qui font du PHP de leur plein gré, grand bien leur en face, contre ceux qui en font à contre-cœur, il y a des gens qui emploient, hein, les mecs. Hein. Je veux dire, le marché de l'IT, il y a quand même de la place. Quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a mon chat qui est en train de gueuler. Le chat a des questions, mais... Ouais, le chat a des questions, mais le chat a toujours des questions, il fait chier le monde. Ouais. Je crois qu'il n'y a plus trop de... Vas-y, redis. Non, je disais, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Il y a Parti qui a posé des questions, effectivement. Il fait chaud à Dubaï. Ouais, il fait très chaud là. On a plus de 45 là, donc ça commence à taper. Code Design qui dit en vrai, les gens qui trollent PHP se sont arrêtés à PHP 4 dans du HTML. C'est PHP 5, mais c'est pas très long. Mais nous, c'est plus une. Enfin, moi, je drive très peu les choix de langage parce que moi, je fais juste les supporter. Donc, en fait, je choisis le langage en fonction de si j'accepte de les supporter. De la même manière que je choisis EDB, par exemple. Donc, j'ai interdit MongoDB parce que c'est de la merde, globalement. Voilà, faut être clair. Et la question sur Dubaï me fait penser que ce que tu as fait ta pub pour dire que tu embauches, tu recrutes, mais tu n'as pas dit que tu faisais du remote, tu embauches un peu n'importe où, si je dis pas de bêtises. Ah oui, bien sûr, oui. Alors, on embauche à Dubaï, on embauche en remote. Voilà. On a des équipes Java hein, chez nous. On n'est pas que des hipsters qui aiment taper. Je ne suis pas le Didier Raoul de l'IT, hein, qu'on reste d'accord. Hein, je ne suis pas comme ça. Hein. On a des gens. Hein. Alors, je suis tellement désolé de son discours qu'on pourrait y passer des heures. Eh bien, retrouve-moi sur Twitter ou sur IRC. Je serai bientôt sur LiberaChat. Il faut vraiment que je réinstalle mon WeChat un de ces jours. Un avis sur InfluxDB ou autre time series. Alors, j'ai trollé un peu sur InfluxDB parce que l'ami Nicolas est vraiment un fervent défenseur, même s'il fait Nicolas Steinmetz, qui est le fondateur des Time Series Database Paris, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quel est le nom maintenant, mais voilà. Alors, les Time Series, c'est très intéressant. Nous, on en utilise beaucoup. On fait du InfluxDB, soit dit en passant. On fait du Warp 10. Ça marche très, très bien. On a fait aussi du TimescaleDB. Alors, c'est une extension Postgres, en fait, TimescaleDB. C'est vraiment violent. Après, ça n'a pas la même scalabilité que Warp 10. Globalement, c'est pas mal. Je déconseille fortement Prometheus. Alors, je pourrais passer des heures sur Prometheus. J'ai un talk qui est quasiment prêt, un talk de défonce Prometheus. Il faut que je m'accorde avec certaines personnes de chez OVH pour qu'on le donne ensemble, mais j'ai pas eu le temps. Mais je pense qu'on va le donner bientôt. On va faire un talk anti-Prometheus parce que globalement, faut être cinglé pour mettre ça en prod. N'hésite pas à le poster dans le CFP de Codeur en scène qui est ouvert, je le rappelle. Parfaite transition. Voilà, effectivement, que je vienne dessus, ouais. Faire un bon rappel et aussi il y a plusieurs, parler un petit peu du CFP, il y a plusieurs formats et plusieurs catégories, donc n'hésitez pas, il y a des formats pour ceux qui veulent débuter, peut-être dans la conférence et tout ça, des formats de 20 minutes, donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Il y avait une question en plus, ton avis sur Podman. Alors Podman, c'est pas mal du tout. C'est intéressant. Après, si tu veux rester dans ces technologies un peu container, moi, je partirais plutôt sur quelque chose de type Firecracker ou Kata, où en fait, c'est un mix entre de la VM et du container. C'est assez intéressant. Je ne l'ai pas encore vu en prod. Alors, si Firecracker, il est sur AWS Lambda, par exemple, mais je ne l'ai pas vu moi-même tourner en prod, même si on a essayé plusieurs fois, c'est quand même assez barbu, même pour nous. Voilà. Après, Code Design, je pense que tu répondais à InfluxDB, ça tabasse un peu le CPU. Ouais, ça tabasse. Mais après, voilà, tout dépend de ce que tu veux faire aussi, quoi. Ouais, il y avait mon chat aussi qui était là. Il s'appelle KitKat. Et c'est une rockstar. À chaque fois que je donne des confs ou que j'ai un call, de toute façon, il se pointe et je peux pas le laisser dehors, sinon il hurle. Donc voilà. Bon, j'espère que ça a ramené des viewers, le petit chat. Voilà. J'espère aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que ça se termine. Hein. Bah ouais. Pile poil une demi-heure pour le match, pour préparer le match. Ouais. Je vais peut-être finir avec, si tu me permets, Rudy, je vais peut-être finir avec deux trucs aussi, tant que je tape sur des gens un peu, voilà.
Globalement, si vous faites du Kubernetes, ce qui peut arriver, n'utilisez pas Prometheus. Utilisez pas non plus certains des produits de chez Grafana que je trouve qu'ils sont assez dégueux, globalement. Loki est vraiment, je trouve, pas top, surtout parce qu'en fait, c'est pas un vrai moteur de recherche. Il faut bien être au courant là-dessus. Et je vous recommande d'utiliser comme agent quelque chose qui s'appelle Vector. Donc, c'est vector.dev. C'est un agent de monitoring, logging, remontée de métriques qui est codé en Rust et qui est absolument merveilleux. Voilà, vector.dev. Merci, Johan. De rien. Voilà, et c'est vraiment exceptionnel. Regardez-le, lisez le source code. Ça, c'est un truc aussi que je vais recommander. Lisez le source code des applications. C'est ce qu'on faisait à l'époque beaucoup avec Pierre, mon associé. Et par exemple, on avait eu vraiment des trucs marrants sur HAProxy. C'est très très intéressant d'aller lire le code source d'HAProxy. Voilà. Eh ben, très bien. Je pense qu'on peut conclure. Pas d'autres ici. questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, hein, pendant qu'on a Loïc avec nous. Mais j'ai l'impression que c'est bon. Discussion sur Twitter aussi, puis il va. Ouais. Tu vas certainement refaire des comptes, j'imagine. Il y a les handles dans le titre, donc n'hésitez pas à Attends aussi, je peux peut-être partager quelque chose. Attends, je le mets dans le chat direct de. Vas-y. D'ici, je te laisse le mettre dans. Je sais pas comment tu veux le mettre sur. Sur ouais, t'inquiète, je vais voilà. l'afficher. Je te laisse gérer ça. Hop. Tac. Voilà, vous avez accès à ma presse complète qui va peut-être évoluer un moment. Voilà. Pour info, on utilise Beautiful AI qui est un super outil, on en adore. Voilà. Voilà. Parfait. Et ben. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Loïc. On s'est coupé la parole, mais voilà, c'était pour te remercier. C'est toujours cool d'avoir des speakers, donc merci beaucoup. Et ça a été un plaisir dans tous les cas. Et puis, de toute façon, prochain que vous venez à Dubaï, voilà quoi. Vous savez comment ça se passe quoi. Ouais. N'hésitez pas, même les gens dans le chat, un jour vous allez à Dubaï, vous pingez Loïc. Moi, je l'ai rencontré là-bas, je l'ai vu. C'est la 4e fois qu'on se parle, du coup. Bon, on a fait quelques soirées. On s'est beaucoup parlé. Non, mais on s'est rencontrés. La première fois, on a pris des bières. La deuxième fois, on a pris un gros barbecue dehors. La troisième fois, ça fait une raclette. Voilà. Je suis un bon vivant et lui aussi, donc ça matchait plutôt bien. N'hésitez pas. Si vous voulez venir à Dubaï, c'est vraiment pas. Lisez pas ce que vous voyez dans les journaux ou à la télé. Dubaï, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est vraiment sympa comme vie. Voilà. Et oui, on a fait une raclette à Dubaï en été. Et il y a une preuve. Quelqu'un peut témoigner. Bon merci à tous, merci dans le chat. Code Design, n'hésitez pas si vous voulez voir du PHP, n'hésitez pas à le suivre sur Twitch. Il nous a quand même posé pas mal de questions, donc on va faire un peu de pub. Merci Loïc, hein, vraiment merci pour la conf. Moi je savais que ça allait plaire, mais ça a plu, donc c'est cool. Merci pour ton temps, merci à tout le monde d'avoir joué le jeu, d'avoir participé dans le chat, même ceux qui étaient plus réfractaires au discours, mais au moins il y a eu des échanges constructifs et intéressants. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Passez une bonne soirée, bon match pour ceux qui vont suivre le match. Et puis, ce que vous voulez pour ceux qui ne vont pas suivre le match. Ouais, n'hésitez pas du coup à en parler à vos entreprises. Hein, pour le sponsoring, c'est toujours ouvert. Il y a tout sur le site. Pour le CFP, pareil, n'hésitez pas à en parler autour de vous, les gens que vous connaissez, les gens que vous voulez voir aussi. N'hésitez pas. Et on se dit plus sur les réseaux, plus sur le Slack. Suivez-nous, tout ça. Abonnez-vous. Likez la vidéo, tout ça. La classique. Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Bon match à ceux qui regardent. À plus, à la prochaine.